Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un update du Home Lab, parce que ça fait 6-7 mois que je vous ai fait la vidéo sur ma découverte de Proxmox, etc. Mon Home Lab après 2 semaines d'utilisation, il me semble, j'avais mis comme titre. Aujourd'hui ça fait du coup 7 mois plus tard, il y a eu pas mal de changements, que ce soit hardware ou software, et donc du coup on va voir tout ça aujourd'hui. Pour ceux du coup qui n'ont pas vu la vidéo précédente, vous n'êtes pas obligé de la voir. Vous pouvez la voir si vous voulez voir un peu les updates et voir vraiment la progression qu'il y a eu. Mais je vais revoir vraiment les bases aujourd'hui, donc vous n'êtes pas obligé de la voir. On va commencer par le réseau, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante vu que j'ai pas énormément de choses. Mais concrètement, j'ai 2 switches et comment ça se passe? J'ai du coup Internet qui arrive via ma box, hein, comme tout le monde. Ensuite, il y a des câbles Ethernet dans tous les murs. Et donc j'ai un câble qui relie mon salon avec mon compteur électrique où il y a tous les câbles Ethernet qui arrivent, tout est bien brassé, etc. Ensuite ça remonte jusque tout en haut dans le grenier où j'ai un deuxième switch avec d'autres câbles qui arrivent, c'est un peu bizarre comment c'est fait. Et ensuite ça redescend dans mon bureau. Donc concrètement c'est au rez-de-chaussée, deuxième, premier. Parce que là je suis au premier. Les switches, c'est des switches que j'ai pris chez Boulanger, c'est des classiques qui vont jusque 1 gigabit par seconde. Je sais qu'il y a mieux, mais bon, vu que tous mes câbles sont du 5E et que ma box envoie pas spécialement plus, je me suis pas embêté, j'ai juste pris des switches basiques. Peut-être que j'évoluerai par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est largement suffisant. Ici du coup j'ai un switch avec 8 ports, et c'est largement suffisant pour mon NAS, mes 2 PC, et ça relie d'ailleurs mon ordinateur fixe, etc. Mais c'est suffisant en tout cas pour mon usage. Je suis facilement à 900 mégabits par seconde. Donc c'est largement suffisant, voilà. Mais comme je le disais, c'est un aspect que j'aimerais bien peut-être améliorer par la suite, avoir peut-être une vraie une baie de brassage, etc. Tout ça j'ai pas, c'est juste des Ethernet qui sont sur des switches. Pourquoi pas par la suite si j'en vois l'utilité. Maintenant côté hardware, là pour le coup ça a pas mal bougé par rapport à avant. Il y a 6 mois j'avais juste le B-Link qui est là, le B-Link où bien sûr du coup j'ai la clé Zigbee dessus. Aujourd'hui, j'ai le NAS, je vous l'avais présenté dans une vidéo, le DS923+, qui est vraiment top. Du coup, ça fait à peu près 3 mois que je l'ai. Et retour excellent. Franchement, il est parfait pour mon utilisation. Ça m'a permis de remplacer et d'enlever les abonnements à Google Photos, Google Drive, etc. Entre autres. Et j'ai aussi un deuxième mini PC que j'ai récupéré de mon beau-frère, donc big up. Donc celui-là il me sert plus pour mon serveur multimédia, mais je vous en parlerai après. Mais voilà, concrètement j'ai le NAS et 2 mini PC. Je vous montrerai après les specs plus précises, mais c'est pour vous montrer un peu l'overview de mes machines, entre guillemets. J'en ai que 3, mais c'est déjà pas mal. Ok, je reprends la vidéo rapidement, j'avais oublié de vous parler d'un truc super important, c'est l'onduleur. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, le Eaton 3S qui est là-bas caché. C'est super important parce que ça me permet en cas de coupure de courant de protéger tout ce beau monde, surtout le NAS, parce que les disques c'est fragile, je le répète tout le temps. Mais voilà, l'onduleur est connecté directement en NUT, je vous avais fait un tuto là-dessus, connecté directement au NAS. Donc si jamais il y a une coupure de courant prolongée, ça va venir éteindre le NAS de manière propre et protéger du coup tous mes disques. Donc ça fait partie de mon Home Lab parce que forcément j'ai aussi mes 2 PC qui sont connectés au Home Lab. L'onduleur, pardon, je me perds un peu. Donc voilà, l'onduleur, c'est un peu le protecteur de mon Home Lab sur tout le NAS, quoi. Et donc si vous voulez bien, on va directement passer sur l'ordinateur, je vais vous montrer les specs des machines, et on va passer au service aussi, parce que j'ai énormément de software qui sont installés sur ces 3 machines. Ok, on se retrouve maintenant sur l'ordi, du coup, comme je viens de vous le dire. Je sais que vous aimez bien les schémas, en tout cas dans la précédente vidéo, vous étiez beaucoup à me demander quel était l'outil que j'utilisais. La dernière fois c'était design.io. Il n'a pas trop évolué, c'était un petit SaaS qui venait de sortir, il n'a pas trop bougé. Et je suis toujours pas autant fan, du coup je reviens sur les bonnes bases. Excalibro, ça marche très bien. Là c'est un Excalibro qui est sur DocMost, mais on en parlera après. Ok, donc mon Home Lab, voilà à quoi ça ressemble. Je vous disais, j'ai 3 machines. Le B-Link S12 Pro Mini, il est toujours là, il est toujours très bien. 16 Go de RAM, 4 cœurs en N100, et il a 512 Go de HDD. Le deuxième mini PC que j'ai, c'est un Dell Optiplex 7070. Pour le coup, il a 32 Go de RAM, 8 cœurs qui sont en i7, et 256 Go de HDD. Donc concrètement, il explose le B-Link.
il est vraiment top, et c'est pour ça que j'utilise en tant que serveur multimédia. Et ensuite j'ai le Synology, le NAS que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Il est en 4 Go de RAM, je ne l'ai pas augmenté. Pour la petite histoire, j'avais tenté de l'augmenter avec une RAM qui n'était malheureusement pas compatible, et ça m'a corrompu quelques fichiers. Du coup, je l'ai enlevé. Et pour l'instant, je suis toujours à 4 Go de RAM. Peut-être que j'évoluerai par la suite, mais comme j'héberge rien en direct sur le NAS, ça me sert pas trop. Du coup, je reste sur 4 Go de RAM. Pour le coup, par contre, j'ai mis du SSD. J'ai mis une barrette, enfin, pas une barrette, mais j'ai mis 128 Go de SSD pour du cache. Et c'est plutôt cool. Pour le coup, là, il est compatible et ça marche vraiment bien. Ça permet, vu que c'est du cache, ça permet que quand on accède à un fichier, il se met en cache et on y accède plus vite. Donc c'est cool. Et sur le NAS, du coup, j'ai 2 cœurs en Ryzen R 1600. Voilà, c'est les specs de base du DS923+. J'ai 4 B et c'est 4 Tera à chaque fois. Donc, comment ça se passe pour voir la répartition de mes disques? Si vous voulez, on va aller voir tout de suite sur DSM. Ok, donc là, je suis sur DSM, donc qui est l'interface du NAS, entre guillemets. Gestionnaire de stockage. Donc là, vous allez voir mes disques. Donc du coup, comme je le disais, j'ai un M2, un SSD M2 que j'ai mis sur le slot 2, je me suis trompé, bon, c'est pas très grave, qui est du coup en 128 Go. Et j'ai les 4 disques qui sont en 4 Tera. Et comment ça marche au niveau de mes volumes? Hop, donc j'ai un volume de data, donc c'est là-dessus que je mets toutes mes photos, mes fichiers importants, mes vidéos, etc. Tous mes trucs que je veux pas perdre en fait, parce qu'il y a 3 disques qui sont en RAID 5. Donc en fait j'ai 3 disques de 4 Tera, et donc si vous vous souvenez un peu de ma vidéo sur le NAS, ça me permet d'avoir au final que 8 Tera de disponibles, mais j'en ai 4 qui sont là en backup en fait. Et du coup par contre le deuxième volume pour le multimédia, c'est que un disque de 4 Tera, et entre guillemets c'est pas très grave si je le perds. C'est pour ça qu'il n'y a pas de backup, etc. En plus, ce volume de data, du coup il y a 3 disques dessus, et il est également backupé sur un glacier. Donc tous les jours, tous les matins, je le backup sur un Amazon Glacier. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en fait un service de cloud. Donc tous les jours, j'envoie mon petit fichier. Ça permet de le sauvegarder dans un cloud. Et en fait, l'avantage de Glacier, c'est que c'est pas cher parce que c'est utile uniquement pour les backups. C'est-à-dire que, en fait, un cloud, ce qui est cher, c'est vous demandez un fichier, vous en récupérez un, vous en mettez un autre au quotidien en fait. Un Google Drive, c'est pour ça que c'est un peu cher. Un Glacier, c'est vraiment, on met un fichier, c'est tout. On remet un fichier, c'est tout. On fait pas des entrées-sorties comme ça à l'infini. Par contre, le jour où j'ai un problème sur mon NAS et que je veux tout récupérer, là, ça va me coûter un peu plus cher. Mais au quotidien, là, ça me coûte à peu près 1,50 $, je crois, par mois. Donc voilà, c'est négligeable. Et franchement, j'accepte de payer 1,50 $ par mois si j'ai un problème, comme ça je récupère tout, c'est vraiment top. Donc ça, c'était pour la partie NAS, on verra ensuite ce que j'ai installé dessus, mais pour revenir un petit peu sur les mini PC, sur les deux, j'ai installé Proxmox. Donc en fait, la flèche, elle est comme ça, mais en théorie, il y a 2 Proxmox différents qui sont reliés. Je vais vous montrer après, mais ils sont reliés, ce qui me permet d'avoir un giga Proxmox, entre guillemets. Donc comment ça se passe aussi? Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc maintenant quand je suis sur Proxmox, ici j'en ai 2, j'ai le B-Link et l'Optiplex. Sur le B-Link, c'est un peu comme avant, donc il y a toujours le OpenVPN, le Pi-hole, le Docker, MQTT, ZigBee2 MQTT. Je les ai sortis, avant ils étaient en Home Assistant, je les ai sortis. Home Assistant et un deuxième Home Assistant de test. Mais ensuite sur le deuxième Optiplex, là j'ai beaucoup plus de choses. Et en fait, comment on peut faire ça? C'est en fait une grappe de serveurs. Donc là, c'est vraiment 2 serveurs, 2 Proxmox qui ont été démarrés indépendamment. Ils ont chacun leur adresse IP, mais en faisant une grappe de serveurs, ça permet de les avoir dans le même Proxmox et de gérer ensuite les sauvegardes, le stockage, tout de manière homogène. Donc c'est plutôt vraiment bien. Donc là, voilà, grappe de serveurs, vous voyez, j'ai le B-Link qui a l'ID 1 qui est sur cette IP et l'Optiplex qui est sur cette IP. Du coup, j'ai créé mon cluster, en gros, A-Labs Cluster. Attention, normalement, un cluster Proxmox, il faut au moins 3 machines. Ça permet en fait qu'ils se backup entre elles, ça permet d'avoir de la haute disponibilité. Moi, cette partie-là, je m'en suis un peu... je l'ai laissé un peu de côté. C'est pas ce que je cherchais, ce que je voulais, c'est vraiment avoir les deux au même endroit, sans forcément avoir de la haute disponibilité, etc. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est désactiver tout ce qui est quorum, parce que sinon, il y aura des problèmes. Il va essayer de se backuper entre eux, mais il n'y en a que 2, du coup, ça va poser des problèmes. Donc, je l'ai fait il y a 3 mois, donc c'est plus très clair dans ma tête. Mais voilà, sachez que, normalement, quand vous faites un Proxmox cluster, il faut au moins 3 machines, et il me semble d'ailleurs qu'il faut que ce soit impair, je suis pas sûr, à vérifier. Donc 1, 3, 5, etc.
Si dans mon cas, c'est juste, comme moi, pour les avoir au même endroit, gérer les sauvegardes, etc., désactiver cette notion de sauvegarde, de backup, etc., ça sera plus safe. Maintenant que c'est dit, là, vous voyez dans résumé, donc j'en ai 2 nœuds en ligne, et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut voir vraiment mes processeurs. En tout, j'en ai 12 du coup, j'ai 48 Go de RAM, et j'ai 8 Tera de stockage, mais là, c'est parce qu'il y a le NAS qui pollue un peu ce numéro-là, mais voilà. Donc là, on peut voir d'ailleurs que mon Beelink niveau processeur, il est tranquille. Par contre, niveau RAM, c'est un peu plus chaud. Mais bon, c'est Home Assistant. J'ai 2 Home Assistant d'ailleurs qui tournent. Faudrait peut-être que j'en coupe un sur les deux, ça sert à rien d'avoir les deux en même temps. Mais voilà, ça c'est Proxmox du coup, c'est un hyperviseur qui permet d'héberger plein de conteneurs et de machines virtuelles sur les mini PC. Et c'est grâce à ça que je peux avoir tout un tas de services et d'outils qui sont lancés sur le serveur. L'avantage de Proxmox aussi, c'est que vous avez des scripts qui ont été créés par la communauté. Donc à la base, c'est des scripts qui avaient été créés par Tech, mais malheureusement il est décédé il y a quelques mois. Donc la communauté a repris son travail et a créé du coup ce site, Proxmox VE Helper Script. Et dessus vous avez absolument énormément d'outils, j'allais dire absolument tous, mais non, ils sont pas tous là. Si je teste par exemple Affine que je vous avais présenté, il est pas là. Et si je teste par exemple Grafana, il est là. Vous voyez. Donc si vous voulez mettre un Grafana, hop, vous allez là-dessus, vous prenez cette commande, vous la collez. Home Assistant évidemment, il est dessus, il y a toutes les versions. Je vous conseille la OS évidemment sur une VM, tant qu'on y est, hop, petite reco. Mais vous avez tout, vous avez Zigbee to MQTT, vous avez MQTT tout court, Mosquito. Oh, il y a même PS5 MQTT, tiens, ça faut que je me renseigne. Vous pouvez mettre du Rabbit, enfin voilà, vous pouvez mettre énormément de choses. Donc je vous conseille, si vous voulez vous lancer sur Proxmox, moi ça m'a permis de découvrir ça sans trop m'embêter. En fait là j'ai vraiment énormément d'outils, je les ai quasiment tous installés grâce à ces sites, à ces scripts, et c'est vraiment instantané, je copie la commande, je la colle, c'est terminé. Donc là je sais que les puristes ils vont dire c'est pas bien parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe derrière les scripts, on n'apprend pas en fait en faisant ça. Je suis tout à fait d'accord, hein, je suis moi-même informaticien, etc. Donc je suis d'accord avec ça, mais c'est vraiment un gain de temps énorme, et pour tester des outils, c'est vraiment trop bien. Donc je vous conseille, si vous avez peur de tout ce qui est... si vous avez peur des scripts, etc., que vous voulez par contre avoir un Home Lab, en fait un Proxmox c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste l'installer, une fois que c'est installé, vous pouvez faire à peu près tout grâce au script là. Donc c'est vraiment bien. Franchement, je recommande. Ok, donc revenons à notre super schéma. Donc là, je vous ai montré Proxmox DSM. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? On va commencer tout de suite par DSM, comme ça après on aura terminé. Sur mon NAS, concrètement, j'ai que ça. J'ai que Synology Photo, Synology Drive. Concrètement, c'est un Google Photo et un Google Drive. C'est même beaucoup moins joli que, comment ça s'appelle, que Imish. L'interface de Imish, elle est vraiment top. Je suis resté sur du Synology Photo parce que c'était le plus simple et c'est suffisant. Hein, je vais vous le dire, c'est suffisant. Et pareil pour le Drive, c'est pas l'interface la plus jolie, mais c'est quand même suffisant aussi, et ça me permet d'avoir un Drive chez moi qui est backupé de partout et que mes données restent chez moi. En fait, c'est vraiment ça le plus important quand on a un Home Lab, c'est que vu que les données sont là, ici, dans la petite boîte, elles restent là dans la petite boîte. D'ailleurs, une alternative, si vous voulez vraiment rester en full local, ce serait d'avoir un deuxième NAS, de le mettre quelque part. Peut-être un jour, si j'ai la chance d'avoir un deuxième NAS, je ferai peut-être ça plutôt que de payer un Amazon Glacier. Mais pour l'instant, voilà, ça me suffit. Et donc voilà, sur le DSM, sur le NAS, j'ai installé uniquement Photo et Drive, c'est tout. Donc j'ai pas grand-chose de plus à vous dire par rapport à ça, en sachant que, on va en reparler un petit peu après du NAS, parce que forcément il communique avec Proxmox. Si vous remontre l'interface de Proxmox, ici dans les médias, on peut voir que j'ai connecté le ANAS. C'est mon NAS, je l'appelais ANAS. Donc on peut voir que je l'ai connecté, ça me permet de lancer toutes mes backups sur le NAS. Donc voilà, ça communique ensemble. J'ai aussi quelques services, tout ce qui est Plex, etc., serveur multimédia, qui communiquent en direct avec le NAS également. Mais ça, on verra après. Mais voilà, sinon, en termes d'installation sur le NAS, j'ai que ça. C'est pour ça que les 4 Go de RAM sont suffisantes. Sur le Proxmox, du coup, j'ai essayé de découper un peu les services pour que vous compreniez comment ça marche chez moi, mon Home Lab. J'ai d'abord la partie Core. Donc, c'est les trucs les plus importants. Enfin, c'est ce qui touche un peu à tout. Donc, j'ai le Pi-hole. Je vous l'avais présenté un petit peu la dernière fois. C'est en gros un adblock qui marche dans votre réseau. Une fois qu'il est activé, dès que vous êtes chez vous,
ça permet de bloquer toutes les pubs, ça permet de gérer les requêtes, de savoir OK, ce site-là il est interdit donc on l'affiche pas. C'est un peu un garde qui se met entre votre routeur et votre PC et qui vient bloquer voilà, toutes votre requêtes quand c'est nécessaire. Donc c'est plutôt cool, je l'ai configuré il y a 6 mois. Depuis, j'ai absolument jamais touché à la conf, ça marche toujours. Quand j'utilise le VPN, d'ailleurs je l'ai même pas mis là, le OpenVPN, parce qu'au final je l'utilise plus. C'est ça le problème, je vous en parlerai un peu après, mais maintenant j'utilise Tailscale pour me connecter à distance à mes services. Du coup, j'utilise plus trop Pi-hole, mais quand je suis vraiment chez moi, pour le coup là, il est activé parce qu'il y a du coup une gateway qui marche, qui est connectée directement à mon routeur, qui fait le passe-plat. Bon, là, c'est un peu flou ce que je dis, mais en gros, ça marche uniquement quand je suis chez moi, donc j'utilise beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, il est quand même là. Portainer, donc ça, si vous connaissez un peu, si vous êtes un peu dev, vous connaissez sûrement. C'est en gros, ça permet d'avoir des images Docker. Donc là encore, si vous connaissez pas trop, c'est un peu flou, mais les images Docker, c'est pareil, un peu comme tout à l'heure, c'est des scripts qui peuvent être faits. On les lance et hop, ça lance une machine, ça lance un service pour être voilà, un peu transparent, enfin, pour vulgariser un peu. Sur mon Portainer, j'ai pas grand chose. J'ai mon Mili qui est hébergé dessus, j'ai Affine qui est hébergé aussi dessus. En gros, dès que je peux pas l'héberger sur Proxmox en direct dans un container, je l'héberge sur Portainer. Voilà. Des fois c'est plus simple, des fois c'est voilà, donc je le fais sur Portainer quand c'est pertinent. Et dans le core aussi, j'ai mis le Nginx Proxy Manager. Donc là aussi, c'est un peu technique, mais je le teste. Je l'ai mis que cette semaine. Je l'ai pas trop utilisé, mais ça permet, en gros, sur ma box, j'ouvre mes ports et ça permet d'ouvrir des services. J'ai énormément de services. Hop, voilà. Ça permet de les ouvrir au monde extérieur. Ceux que je désire, je peux les ouvrir au monde extérieur. Et tout est géré dans cette brique-là. Nginx Proxy Manager, c'est un reverse proxy. Ça permet de récupérer les requêtes et de les renvoyer vers le container 1, le container 2, vers Home Assistant, imaginons, vers Plex, vers Overseer. Voilà, ça permet de... C'est un routeur, on va dire. C'est un routeur qui permet de rediriger les requêtes. Mais je vous mets des screens à chaque fois en même temps. Mais voilà, je ne l'ai pas trop utilisé pour l'instant, je le teste. Mais peut-être que dans la prochaine vidéo, dans 6 mois ou dans 1 an, quand je vous reparlerai de mon Home Lab, là, je serai un peu plus précis. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant. Si je dis des choses qui sont fausses ou que vous pensez qu'une précision est importante, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore une fois, je découvre, même si ça fait 6 mois que j'ai Proxmox. Je suis là pour vous partager un peu mes ressentis, etc. Mais je suis pas un expert. C'est possible que des fois j'affirme des choses qui sont fausses ou un petit peu inexactes. N'hésitez pas à me reprendre, en restant bien sûr courtois, hein, je compte sur vous. Ensuite, monitoring. Donc là, c'est une partie qui est un peu cool, je me suis un peu amusé à faire. Monitoring, en gros, c'est une interface où on peut voir tout se passe bien. Ok, celui-là, il a consommé autant de RAM hier à 23h, on a une alerte. Ah tiens, Home Assistant, il est tombé, attention, on reçoit une notification sur Discord. Attention, là j'ai aussi pour MySpeed. Attention, la connexion internet est moins bonne en ce moment, peut-être un problème dans la rue. Voilà, tout ça, c'est le monitoring. Comment ça marche? J'ai déjà Home Assistant qui est connecté à InfluxDB. Donc c'est une base de données en time series, je crois. Concrètement, tous mes appareils communiquent sur Home Assistant. De toute façon, vous le voyez, vous avez des journaux, vous avez... En fait, tous vos appareils, même une lampe, quand elle est allumée, elle émet un état. Quand elle est éteinte, elle réémet un état. Vous pouvez voir des historiques en mode elle a été allumée de telle heure à telle heure, etc. Il y a vraiment beaucoup d'infos sur Home Assistant. Tout ça, je le renvoie dans InfluxDB. Et derrière, InfluxDB est connecté à Grafana, ce qui permet d'avoir un dashboard un peu complet. Honnêtement, je ne monitore pas, cette lampe, elle reste allumée 1 heure, ça je m'en tape. Mais derrière Home Assistant, j'ai aussi connecté d'autres trucs, genre Proxmox par exemple. Du coup, il y a Proxmox qui est relié à Home Assistant, qui est relié à ça, qui est relié à ça. Et là, je vous montre des graphiques en même temps, mais vous pouvez voir que je peux voir directement, ce container-là, il a consommé autant de RAM, cette VM, elle a pris autant de processeurs, etc. J'ai pas mal d'infos. Je l'utilise pas tant que ça. Ça m'a fait plaisir de le mettre en place. Si j'ai un problème ou si je veux débugger un truc, je sais qu'il est là et je sais que je peux aller le voir. Mais voilà, pour le coup, je le regarde pas très souvent. Après, je dois dire que tout se passe bien, donc voilà, je touche du bois. J'en ai pas trop besoin, mais au moins j'ai du monitoring et je peux savoir attention, ce conteneur-là, il consomme vraiment beaucoup de RAM, il faut que je fasse attention, il faut que je l'augmente. Voilà, ça sert à ça. Par contre, chose qui est un peu plus sympa, c'est Uptime Kuma.
Uptime Kuma, c'est un outil qui permet de pinguer tous vos services, et dès qu'il y en a un qui est KO, eh ben, il vous envoie une notification. Ça se passe le plus souvent, c'est Home Assistant qui tombe en KO. Dès que je fais une mise à jour, dès qu'il se passe un truc qui tourne mal, bah, il tombe en KO et je reçois une notif directement. Attention, Home Assistant est tombé KO. Voilà, je l'ai beaucoup sur Home Assistant. Les autres, en général, ils tombent pas trop KO, mais voilà, c'est pratique parce que je reçois une notif à l'instant T où Home Assistant est KO. Ensuite, j'ai MySpeed. Donc ça, c'est ce que je disais juste avant. MySpeed, c'est un outil qui tourne toutes les heures, il me semble, et qui vient me faire un speed test de ma connexion Internet et qui me dit bah aujourd'hui, tu es à 900 mégabits par seconde, en download, tu es à 7 de ping, etc. Et donc j'ai tout l'historique. Donc ça, c'est vraiment bien aussi, parce que du coup, je peux voir, ah bah tiens, à ce moment-là, il y avait un pic où il y avait un creux. Enfin, souvent, ça permet de savoir quand il y a des problèmes dans la rue ou si j'ai plus d'internet, bah, je le sais directement. Donc j'aime bien cet outil parce que bah, il consomme rien. En fait, il travaille une fois par heure. Il stocke pas grand-chose. Hein. Il stocke 3 valeurs download, upload et ping. Bon voilà, c'est pas et il stocke que sur une semaine. Je crois on peut le configurer. Il y a pas mal d'options. Donc voilà, celui-là il est pas mal. J'aime bien. Le petit dernier là, c'est Glance. Alors je vous ai fait une vidéo sur Homepage il y a quelques mois. Donc c'est un outil qui permet d'avoir une page principale avec tous ces services qui sont visibles, on peut y accéder facilement, etc. Depuis, j'ai arrêté Homepage, j'avoue, voilà, je vous le dis maintenant. Je suis passé sur Homar. Donc Homar, ça fait partie de la stack ARR, ça fait un peu la même chose. L'avantage de Homar, c'est que on peut venir ajouter des briques et gérer la configuration via une interface, que Homepage c'était en YAML et tout. Donc Homar était cool. Mais c'était pas non plus le top du top. Niveau responsive, c'était pas incroyable. Fallait à chaque fois gérer la disposition sur les 4 responsives différentes, donc mobile, tablette et tout. Dès qu'on en ajoutait un, qu'on le déplaçait, c'était du drag and drop, mais dès qu'on en déplaçait un, il y a tout qui bougeait. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était compliqué à mettre en place en vrai. Et dès qu'on voulait rajouter un truc, c'était un peu chiant. Et j'ai trouvé, pour l'instant, mon coup de cœur, c'est Glance. Donc Glance, bah, ça ressemble à ça. Et pour le coup, Glance, c'est un outil qui se configure en YAML un peu comme Homepage. Mais bah, je dois dire que le rendu est quand même beaucoup plus beau à mon goût que Homepage. On a du coup les blocs monitor qui sont là, donc on peut mettre tous les services avec le check, est-ce que c'est bon, est-ce qu'ils sont en ligne ou pas. Le temps de réponse aussi, voilà, tout en local, donc c'est très rapide. Mais ça me permet vraiment d'avoir tout au même endroit. Dès que je vais ajouter un truc, bah, je vais dans ma conf, je modifie le fichier, c'est tout, c'est terminé. Il y a beaucoup d'autres widgets. Donc là, on a les stats du LXC Glance. Il n'y a pas encore moyen de mettre Proxmox, en tout cas, j'ai pas trouvé. Mais voilà, là, j'ai les stats Proxmox. Je sais que j'ai 30 conteneurs de VM. Là, j'ai mon Internet Speed, que je vous disais juste avant. J'ai les DNS avec PyHole. J'ai Tailscale où j'ai l'information de tout ce qui tourne, tout ce qui est connecté à ma grappe Tailscale. J'ai la météo de ma ville, j'ai des raccourcis, j'ai Plex ensuite. Enfin, je trouve ça vraiment beau en fait, et pas si compliqué que ça à installer et à configurer. Pour le coup, là, je serais chaud de vous faire une vidéo si ça vous intéresse, vous montrer comment on accède aux fichiers, etc., comment on modifie. Parce qu'en plus, du coup, j'ai découvert CyberDuck qui permet de simplifier vraiment le process. Comparé à Homepage où la conf était. Enfin, ce que je vous avais présenté dans Homepage c'était plus compliqué. Là, c'est plus simple. En tout cas, j'ai découvert une méthode plus simple. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo un peu complète, pardon, où je vous présente cet outil. En plus, on a moyen de mettre des feeds, enfin de mettre énormément de choses. Donc là, il y a des flux RSS, il y a un calendrier. J'ai mis d'ailleurs mes vidéos aussi, enfin pour tester. Voilà, j'utilise au quotidien. On peut mettre une barre de recherche si vous voulez que ça soit votre page principale quand vous arrivez sur un nouvel onglet. Mais voilà, j'adore Glance, donc je serais chaud de vous faire une vidéo si vous voulez. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur autre chose que je vous parle aujourd'hui, c'est possible. Hein. Si je peux vous faire une vidéo sur les 30 LXC, ça va être long, il y aura beaucoup de contenu, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas quoi. Ensuite, la domotique, voilà, vous êtes pas mal aussi à être sur cette chaîne pour la domotique. J'ai pas énormément de choses, hein, désolé. J'ai du classique, j'ai du Home Assistant, Zigbee MQTT et MQTT. Donc avant, tout était en module complémentaire sur Home Assistant. J'ai décidé de le sortir sur Proxmox. Ça me permet, au niveau des backups, que ce soit plus simple. Je peux backuper que Zigbee to MQTT, je peux backuper que MQTT tout seul si je veux.
J'ai 2 Home Assistant, j'en ai un test, donc je peux très bien connecter mon 2e Home Assistant sur le même Zigbee to MQTT. Voilà, ça m'offre plus de flexibilité. Si demain, imaginons, une dinguerie, JDOM revient et est vraiment fort, bah je vire Home Assistant, je mets JDOM à la place et tous mes modules ici n'ont pas changé. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. JDOM ou autre, hein, mais c'est une petite blague, et voilà. Et du coup, de côté domotique, bah, y a pas grand chose à dire, à part que bah, du coup, j'ai une clé Zigbee qui est branchée directement sur le mini PC. J'ai aussi alors je sais plus son nom, un SM Lite qui est branché, je vais faire une vidéo également dans mon rez-de-chaussée pour faire routeur, faire relais Zigbee. Mais voilà, en termes de home labbing sur la domotique, j'ai que ces 3 là. Maintenant, on arrive aux outils de manière un peu plus générale. Donc, il y en a que je vous ai présenté, genre Mili, je vous ai fait une vidéo dessus, qui permet de gérer tous les repas. Je l'ai un peu laissé, il faudrait que je le reprenne en main et tout. Affine, je vous ai fait aussi une vidéo dessus, qui permet de gérer, c'est un peu un Notion, mais self-hosté. En ce moment, je suis en train de tester DocMost, c'est d'ailleurs là-dessus que je suis aujourd'hui. J'aime bien, il n'y a pas d'application, donc c'est un peu plus chiant, il n'y a pas d'application, on peut pas le télécharger sur le Mac ou quoi, donc c'est une page web. Mais j'aime bien parce que y a Excalibro qui est dedans directement. Donc là, je suis sur Excalibro. Je préfère Excalibro que l'outil de dessin comme dans Affine. Ce que j'aime bien dans DocMost, c'est que ça ressemble un peu plus à Notion aussi. Dans le sens où on peut mettre des emojis plus facilement, on peut faire des pages dans des pages plus facilement à mon goût. Voilà, donc du coup, je teste DocMost. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo aussi, pourquoi pas plus tard, mais je viens de vous faire une vidéo sur Affine, donc je vais vous laisser un peu respirer, mais voilà. Ensuite, Vikunja, donc là, c'est si vous connaissez Trello, c'est l'équivalent de Trello, mais en open source, qui permet de gérer ses tâches et tout, avec des tableaux Kanban, to do, à faire, fait. Donc pareil, je suis en train de le tester. J'aimerais bien que ça devienne une alternative à Todoist. J'utilise énormément Todoist, donc une appli qui permet sur mon téléphone de mettre des tâches, en mode attention, demain je dois faire ça, je le note, et comme ça, dès que je le fais, je le coche et je sais que c'est fait. J'utilise beaucoup ça pour m'organiser. Et Vikunja, je pense, permet de le faire aussi, mais l'interface est dégueulasse. En tout cas, sur mobile, elle est beaucoup moins belle que Todoist. Donc, vu que c'est open source, je me tâte peut-être créer ma propre application qui se connecte à Vikunja et le proposer à la communauté. Ça pourrait même faire une vidéo ou le faire en live. Enfin, voilà, pourquoi pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai Homebox. Donc ça, c'est un outil qui permet de répertorier tous les biens que vous avez chez vous. Donc c'est utile notamment en cas de litige et que vous devez prouver aux assurances que vous avez cet objet que vous avez acheté à cet endroit-là, voici une photo, voici la facture. La Homebox permet de gérer ça. Et j'ai Actual Budget, donc ça c'est un outil qui permet de gérer ses comptes. J'utilise uniquement pour ma société A-Labs du coup. Permet de savoir, attention, j'ai reçu ce virement de YouTube, ce virement de Domadou, je dois le déclarer autant. Attention, dans 2 mois, j'ai l'URSSAF qui va venir prélever autant. Voilà, ça me permet de gérer tout ça. Et franchement, c'est vraiment pas mal. On peut avoir des graphiques et on peut gérer des dashboards un peu comme Grafana. C'est bien foutu, je vous montrerai des images aussi. Mais j'aime bien. Et N8N, donc vous connaissez sûrement ou pas, mais c'est un outil qui permet de faire du no-code. Et en ce moment, il est pas mal connu parce qu'il y a les agents IA qui sont dessus. Donc, du coup, je l'ai installé pour tester un peu. J'ai aucun cas d'usage à vous présenter aujourd'hui, pour le moment. Mais voilà, il est là. Je vous ferai peut-être des vidéos sur N8N si jamais j'approfondis le sujet. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, donc je ne me vois pas trop vous faire une vidéo dessus. Mais peut-être à l'avenir. Voilà, on va attaquer le serveur. Donc en gros, c'est le serveur multimédia qui utilise la stack ARR. Avant de commencer, petit, même gros disclaimer, tout ce que je vous présente maintenant, c'est légal. En fait, tous les outils que j'ai installés sont légaux. Par contre, ce qui est illégal, c'est ce que vous en faites. Vous n'êtes pas sans savoir que, notamment en France, vous n'avez pas le droit de télécharger. Hein, vous connaissez tous Adopi. C'est interdit de télécharger des médias qui sont sous droit d'auteur, notamment. Donc voilà, tout ce que je vous présente, vous pouvez le faire sur des médias où il n'y a pas de droit d'auteur ou sur vos propres fichiers si vous voulez. Si derrière, si vous allez plus loin, c'est votre problème, quoi. Voilà. Du coup, le serveur, comment ça marche? On va commencer par, je sais pas, peut-être par Overseer. Overseer, c'est une interface qui permet de lister tout plein de films, etc. Et vous pouvez faire la demande. Donc en fait, ça permet de... C'est un peu votre place où vous pouvez venir télécharger les fichiers plutôt que d'aller directement sur les sites.
Derrière, Overseer est connecté à plusieurs choses. Donc radar et sonar. Concrètement, c'est exactement la même chose, sauf que radar c'est pour les films et sonar c'est pour les séries. Voilà, mais sinon ça fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Radar et sonar, derrière, lui il parle avec Prowlar. Voilà, vous comprenez bien le stack ARR, parce que tout finit par RR. Voilà, radar et sonar, eux ils parlent avec Prowlar. Prowlar, qu'est-ce qu'il fait? Lui il va aller chercher les sites. Donc il va aller dire, ok, bah ce site-là, il a mon fichier, il a mon film, du coup je le veux, je le prends, et je l'envoie à QBitTorrent. Alors QBitTorrent, encore une fois, hein, c'est tout à fait légal. Le peer-to-peer, c'est autorisé en France, sur des fichiers, encore une fois, qui sont sans droit d'auteur, qui sont légaux. Le peer-to-peer, comment ça marche? Petite digression si vous connaissez pas trop. Concrètement, moi j'ai un fichier. Imaginons ma dernière vidéo, je la mets en téléchargement en peer-to-peer. Moi j'ai le fichier. Derrière j'ai Timothée qui prend aussi ce fichier, qui télécharge mon fichier, et du coup on a tous les deux le fichier maintenant. Et si une troisième personne, David, par exemple, admettons, prend ce fichier également, et ben il va prendre peut-être un bout chez moi, un bout chez Timothée, en fonction de qui est dispo à ce moment-là. C'est ça le peer-to-peer, c'est vraiment, il n'y a pas de serveur, c'est vraiment de l'échange entre les machines directement. Des fois il y a besoin de Flare Solver, pareil, ça c'est, je pense, autorisé, plus ou moins, ça c'est, je pense, c'est un peu la limite, hein. Flare Solver, ça permet de venir bypass les protections Cloudflare. Il y a certains sites, même beaucoup en ce moment en plus, où quand vous arrivez, il y a une protection Cloudflare. Sauf que là, vu que c'est un robot, entre guillemets, qui fait tout ça, il a besoin de venir cocher la case du Cloudflare, en gros. Et donc Qubit, quand il a terminé son travail, il envoie ça dans le NAS. Et c'est à peu près tout pour la partie téléchargement. Ensuite, c'est la partie lecture. Donc, je ne vous ai pas dit, il y a Reader aussi que j'utilise pas trop, mais qui fait la même chose pour les livres. Voilà. Il y a aussi Lidar pour les musiques, mais je n'utilise pas du tout. Mais du coup, voilà, je reviens. Il y a le NAS. Derrière, il est consommé par deux trucs. Il y a Comga, donc c'est une interface pour lire des livres. Voilà. Pas trop de choses à dire. C'est vraiment comme Plex, si vous connaissez Plex, mais pour les livres. Du coup, Plex, c'est une interface qui est plutôt pas mal, qui permet de voir tous vos films qui sont sur votre NAS. Ça permet aussi de gérer des gestions de droits. Par exemple, vous pouvez ajouter votre famille, etc., qui ont accès à votre Plex. Et derrière, la gestion est automatisée. Vous pouvez voir, il a vu ce film, il a vu ça, etc. Franchement, c'est bien. J'aime bien utiliser Plex. Je l'utilise au quotidien, honnêtement. Et puis c'est vraiment bien. Derrière, j'ai Totuli qui est branché à Plex. Et lui, ça permet d'avoir tout ce qui est monitoring, mais lié à Plex. Donc je peux savoir plutôt rapidement que cet utilisateur, il a vu autant de films. Ça, on peut le voir déjà dans Plex, mais on peut voir ce média est le plus vu. On peut voir dès qu'il y a un nouveau média disponible, je reçois une notif parce que Totuli, il scanne Plex et du coup, il sait ce qui se passe. C'est un peu un add-on à Plex. C'est un petit boost qu'on peut lui donner pour lui donner plus d'options. Donc c'est plutôt, j'aime bien. Et du coup, Omar, je l'ai mis là, un peu perdu, mais parce qu'il fait partie du ARR, en vrai. Omar, il est bien. Du coup, je l'utilise plus trop en ce moment, je l'utilise uniquement pour le serveur. Mais voilà, il me sert plus trop, quoi. Pareil, je vous mets des petites images. J'essaye de vous mettre des petites images un peu de tout, mais des fois je parle vite, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout mettre. Mais voilà. Et j'ai tout dit. Je vous ai fait le tour de mon Home Lab. Donc, vous avez vu, il a beaucoup, je pense, évolué par rapport à la dernière fois. La vidéo va durer, je pense, un peu plus longtemps que la précédente. Mais je sais que c'est une vidéo qui avait beaucoup plu la dernière fois, le Home Lab. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, il y a eu pas mal de changements. Ça va sûrement créer des échanges en commentaire. Encore une fois, si j'ai dit des choses qui sont fausses ou un peu erronées, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, si vous voulez que j'approfondisse un domaine, donc je pense notamment, pourquoi pas, à Glance, j'en parlais tout à l'heure. Il est où? Il est là, j'en parlais peut-être Glance, peut-être même Uptime Kuma, MySpeed, même si ce serait des vidéos un peu plus rapides, mais il y a des choses à faire. DocMost, je pense pas tout de suite. Actual Budget, Homebox, pourquoi pas, si vous voulez. Et après, tout le serveur, je sais pas trop. Je suis mitigé parce que, vu que la plupart des gens l'utilisent de manière illégale, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette du mec qui fait des tutos illégaux. Voilà, je vous montre des outils. Tous ces outils sont légaux. Derrière, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, ça, je pense pas, inutile de me le dire en commentaire, fais un tuto ça. Je pense pas que je le ferai. Si vraiment vous voulez trouver un tuto, vous le trouverez. Même si c'est en anglais ou quoi. Enfin voilà, surtout maintenant avec les scripts communautaires, tout ça,
s'installe via les scripts, donc vraiment c'est pas compliqué. Mais voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans ce sujet-là, mais par contre tous les autres, n'hésitez pas. Donc voilà, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai dit pas mal de choses. Je suis vraiment à l'écoute de vos conseils, si vous avez des idées d'amélioration, des services à me proposer, tout ça, n'hésitez surtout pas, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour partager ce que je fais, et pour recevoir aussi vos bienfaits, hein, concrètement. Encore une fois, le Discord est également là pour ça. Il y a une section HomeLab, vous pouvez venir présenter vos HomeLab, vous pouvez venir parler d'un service en particulier. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et voilà, je vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Les dernières vidéos marchent plutôt pas mal, donc ça me fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, c'était Emeric, à la prochaine, salut!